Fait que, allô, on va reprendre ça, cette lecture-là, avec un réchaud de café. Puis j'y vais. J'ai un peu décidé que j'étais comme tannée de tenir mon livre dans ma main. Que je me suis trouvé un support. Le mot peste venait d'être prononcé pour la première fois. À ce point du récit, qui laisse Bernard rieux derrière sa fenêtre, on permettra au narrateur de justifier l'incertitude et la surprise du docteur, puisque, avec des nuances, sa réaction fut celle de la plupart de nos concitoyens. Les fléaux, en effet, sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu'ils vous tombent sur la tête. Il y a eu dans le monde autant de peste que de guerre. Et pourtant, peste et guerre trouvent les gens toujours aussi dépourvus. Le docteur Rieux était dépourvu, comme l'étaient nos concitoyens, et c'est ainsi qu'il faut comprendre ses hésitations. C'est ainsi qu'il faut comprendre aussi qu'il fut partagé entre l'inquiétude et la confiance. Quand une guerre éclate, les gens disent « ça ne durera pas, c'est trop bête ». Et sans doute une guerre est certainement trop bête, mais cela ne l'empêche pas de durer. La bêtise insiste toujours. On s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours à soi. Nos concitoyens à cet égard étaient comme tout le monde. Ils pensaient à eux-mêmes. Autrement dit, ils étaient humanistes. Ils ne croyaient pas au fléau. Le fléau n'est pas à la mesure de l'homme. On se dit donc que le fléau était réel. C'est un mauvais rêve qui va passer. Il ne passe pas toujours et, de mauvais rêve en mauvais rêve, ce sont les hommes qui passent, et les humanistes en premier lieu, parce qu'ils n'ont pas pris leurs précautions. Nos concitoyens n'étaient pas plus coupables que d'autres. Ils oubliaient d'être modestes, voilà tout, et ils pensaient que tout était encore possible pour eux, ce qui supposait que les fléaux étaient impossibles. Ils continuaient de faire des affaires, ils préparaient des voyages, et ils avaient des opinions. Comment auraient-ils pensé à la peste qui supprime l'avenir, les déplacements et les discussions? Ils se croyaient libres, et personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux. Même lorsque le docteur Rieux eut reconnu devant son ami qu'une poignée de malades dispersés venait, sans avertissement, de mourir de la peste, le danger demeurait irréel pour lui. Simplement, quand on est médecin, on s'est fait une idée de la douleur et on a un peu plus d'imagination. En regardant par la fenêtre sa ville qui n'avait pas changé, c'est à peine si le docteur sentait naître en lui ce léger écœurement devant l'avenir qu'on appelle inquiétude. Il essayait de rassembler dans son esprit ce qu'il savait de cette maladie. Des chiffres flottaient dans sa mémoire et il se disait que la trentaine de grandes pestes que l'histoire a connues avait fait près de 100 millions de morts. Mais qu'est-ce que 100 millions de morts? Quand on fait la guerre, c'est à peine si on sait déjà ce qu'est un mort. Et puisqu'un homme mort n'a de poids que si on l'a vu mort, 100 millions de cadavres semés à travers l'histoire ne sont qu'une fumée dans l'imagination. Le docteur se souvenait de la peste de Constantinople qui, selon Procope, historien du VIe siècle, auteur d'un livre des guerres vers 545-554, dans lequel il évoque la peste qui frappa Constantinople en 542 sous le règne de Justinien, empereur d'Orient de 527 à 565. Avait fait 10 000 victimes en un jour. 10 000 morts font 5 fois le public d'un grand cinéma. Voilà ce qu'il faudrait faire. On rassemble les gens à la sortie de 5 cinémas, on les conduit sur une place de la ville et on les fait mourir en tas pour y voir un peu plus clair. Au moins, on pourrait mettre alors des visages connus sur cet entassement anonyme. Mais naturellement, c'est impossible à réaliser. Et puis, qui connaît 10 000 visages? D'ailleurs, des gens comme Procope ne savaient pas compter. La chose est connue. À Canton, il y avait 70 ans, 40 000 rats étaient morts de la peste avant que le fléau s'intéressât aux habitants. Mais en 1871, on n'avait pas le moyen de compter les rats. On faisait son calcul approximativement, en gros, avec des chances évidentes d'erreur. Pourtant, si un rat a 30 cm de long, 40 000 rats mis bout à bout feraient... Mais le docteur s'impatientait. Il se laissait aller, il ne le fallait pas. Quelques cas ne font pas une épidémie, et il suffit de prendre des précautions.
Il fallait s'en tenir à ce qu'on savait, la stupeur et la prostration. Les yeux rouges, la bouche sale, les maux de tête, les bubons, la soif terrible, le délire, les taches sur le corps, l'écartèlement intérieur, et au bout de tout cela, une phrase revenait au docteur Rieux, une phrase qui terminait justement dans son manuel l'énumération des symptômes. Le pouls devient filiforme et la mort survient à l'occasion d'un mouvement insignifiant. Oui, au bout de tout cela, on était pendu à un fil et les 3/4 des gens, c'était le chiffre exact, étaient assez impatients pour faire ce mouvement imperceptible qui les précipitait. Le docteur regardait toujours par la fenêtre. D'un côté de la vitre, le ciel frais du printemps, et de l'autre côté, le mot qui résonnait encore dans la pièce, la peste. Le mot ne contenait pas seulement ce que la science voulait bien y mettre, mais une longue suite d'images extraordinaires qui ne s'accordaient pas avec cette ville jaune et grise, modérément animée à cette heure, bourdonnante plutôt que bruyante. Heureuse en somme, s'il est possible qu'on puisse être à la fois heureux et morne. Une tranquillité si pacifique et si indifférente niait presque sans effort les vieilles images du fléau. Athènes empestée et désertée par les oiseaux, les villes chinoises remplies d'agonisants silencieux, les bagnards de Marseille, empilant dans des trous les corps dégoulinants, la construction en Provence du grand mur qui devait arrêter le vent furieux de la peste, Jaffa et ses hideux mendiants, les lits humides et pourris collés à la terre battue de l'hôpital de Constantinople, les malades tirés avec des crochets, le carnaval des médecins masqués pendant la peste noire, les accouplements des vivants dans les cimetières de Milan, les charrettes de mort dans Londres épouvantée, et les nuits et les jours remplis, partout et toujours, du cri interminable des hommes. Non, tout cela n'était pas encore assez fort pour tuer la paix de cette journée. De l'autre côté de la vitre, le timbre d'un tramway invisible résonnait tout d'un coup et réfutait en une seconde la cruauté et la douleur. Seule la mer, au bout du damier terne des maisons, témoignait de ce qu'il y a d'inquiétant et de jamais reposé dans le monde. Et le docteur Rieux, qui regardait le golfe, pensait à ces bûchers dont parle Lucrèce. Lucrèce, poète latin, 98-55 avant Jésus-Christ, qui décrit la peste d'Athènes à la fin de son célèbre ouvrage De Natura Rerum. Note, un de mes profs de philo à l'université avait appelé son chat Lucrèce. Et je trouvais ça quand même drôle. Et que les Athéniens frappés par la maladie élevaient devant la mer. On y portait les morts durant la nuit, mais la place manquait, et les vivants se battaient à coups de torche pour y placer ceux qui leur avaient été chers, soutenant des luttes sanglantes, plutôt que d'abandonner leurs cadavres. On pouvait imaginer les bûchers rougeoyants devant l'eau tranquille et sombre, les combats de torches dans la nuit crépitante d'étincelles et d'épaisses vapeurs empoisonnées montant vers le ciel attentif. On pouvait craindre. Mais ce vertige ne tenait pas devant la maison. Il est vrai que le mot de peste avait été prononcé. Il est vrai qu'à la minute même, le fléau secouait et jetait à terre une ou deux victimes. Mais quoi? Cela pouvait s'arrêter. Ce qu'il fallait faire, c'était reconnaître clairement ce qui devait être reconnu. Chasser enfin les ombres inutiles et prendre les mesures qui convenaient. Ensuite, la peste s'arrêterait parce que la peste ne s'imaginait pas ou s'imaginait faussement. Si elle s'arrêtait, et c'était le plus probable, tout irait bien. Dans le cas contraire, on saurait ce qu'elle était, et s'il n'y avait pas moyen de s'en arranger d'abord pour la vaincre ensuite. Le docteur ouvrit la fenêtre, et le bruit de la ville s'enfla d'un coup. D'un atelier voisin montait le sifflement bref et répété d'une scie mécanique. Rieux se secoua. Là était la certitude, dans le travail de tous les jours. Le reste tenait à des fils et à des mouvements insignifiants. On ne pouvait s'y arrêter. L'essentiel était de bien faire son métier. C'est le temps de la gorgée. Dernier petit bout pour aujourd'hui. Le docteur Rieux en était là de ses réflexions quand on lui annonça Joseph Grand. Employé à la mairie, et bien que ses occupations y fussent très diverses, on l'utilisait périodiquement au service des statistiques à l'état civil. Il était amené ainsi à faire les additions des décès. Et de naturel obligeant, il avait consenti à apporter lui-même chez Rieux une copie de ses résultats. Le docteur vit entrer Grand avec son voisin Cottard,
L'employé brandissait une feuille de papier. « Les chiffres montent, docteur, annonça-t-il. 11 morts en 48 heures. » Rieux salua Cottard et lui demanda comment il se sentait. Grand expliqua que Cottard avait tenu à remercier le docteur et à s'excuser des ennuis qu'il lui avait causés. Mais Rieux regardait la feuille de statistiques. « Allons, dit Rieux. Il faut peut-être se décider à appeler cette maladie par son nom. Jusqu'à présent, nous avons piétiné. Mais venez avec moi, je dois aller au laboratoire. »« Oui, oui, disait Grand en descendant les escaliers derrière le docteur. Il faut appeler les choses par leur nom. Mais quel est ce nom? » « Je ne puis vous le dire et d'ailleurs cela ne vous serait pas utile. »« Vous voyez, sourit l'employé, ce n'est pas si facile. » Il se dirigea vers la place d'Armes. Cottard se taisait toujours. Les rues commençaient à se charger de monde. Le crépuscule fugitif de notre pays reculait déjà devant la nuit, et les premières étoiles apparaissaient dans l'horizon encore net. Quelques secondes plus tard, les lampes au-dessus des rues obscurcirent tout le ciel en s'allumant et le bruit des conversations parut monter d'un ton. « Pardonnez-moi, dit Grand au coin de la place d'Armes, mais il faut que je prenne mon tramway. Mes soirées sont sacrées. Comme on dit dans mon pays, il ne faut jamais remettre au lendemain. » Rieux avait déjà noté cette manie qu'avait Grand, né à Montélimar, d'invoquer les locutions de son pays et d'ajouter ensuite des formules banales qui n'étaient de nulle part, comme un temps de rêve ou éclairage féerique. « Ah, dit Cottard, c'est vrai. On ne peut pas le tirer de chez lui après le dîner. » Rieux demanda à Grand s'il travaillait pour la mairie. Grand répondit que non. Il travaillait pour lui. « Ah, dit Rieux pour dire quelque chose. Et ça avance? » « Depuis des années que j'y travaille forcément, quoique dans un autre sens, il n'y ait pas beaucoup de progrès. Mais en somme, de quoi s'agit-il? Dit le docteur en s'arrêtant. Grand bredouilla, en assurant son chapeau rond sur ses grandes oreilles. Et Rieux comprit très vaguement qu'il s'agissait de quelque chose sur l'essor d'une personnalité. Mais l'employé les quittait déjà, et il remontait le boulevard de la Marne sous les ficus d'un petit pas pressé. Au seuil du laboratoire, Cottard dit au docteur qu'il voudrait bien le voir pour lui demander conseil. Rieux, qui tripotait dans ses poches la feuille de statistiques, l'invita à venir à sa consultation, puis, se ravisant, lui dit qu'il allait dans son quartier le lendemain et qu'il passerait le voir en après-midi. En quittant Cottard, le docteur s'aperçut qu'il pensait à Grand. Il imaginait au milieu d'une peste, et non pas de celle-ci, qui sans doute ne serait pas sérieuse, mais d'une des grandes pestes de l'histoire. C'est le genre d'homme qui est épargné dans ces cas-là. Il se souvenait d'avoir lu que la peste épargnait les constitutions faibles et détruisait surtout les complexions vigoureuses. Et continuant d'y penser, le docteur trouvait à l'employé un air de petit mystère. À première vue, en effet, Joseph Grand n'était rien de plus que le petit employé de mairie dont il avait l'allure. Long et maigre, il flottait au milieu des vêtements qu'il choisissait toujours trop grands, dans l'illusion qu'ils lui feraient plus d'usage. S'il gardait encore la plupart de ses dents sur les gencives inférieures, il avait perdu en revanche celle de la mâchoire supérieure. Son sourire, qui relevait surtout la lèvre du haut, lui donnait ainsi une bouche d'ombre. Si l'on ajoute à ce portrait une démarche de séminariste, l'art de raser les murs et de se glisser dans les portes, un parfum de cave et de fumée, toutes les mines de l'insignifiance, on reconnaîtra que l'on ne pouvait pas l'imaginer ailleurs que devant un bureau, appliqué à réviser les tarifs des bains-douches de la ville ou à réunir pour un jeune rédacteur les éléments d'un rapport concernant la nouvelle taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères. Même pour un esprit non prévenu, il semblait avoir été mis au monde pour exercer les fonctions discrètes mais indispensables d'auxiliaire municipal temporaire à 62 francs 30 par jour. Quelle description triste! C'était en effet la mention qu'il disait faire figurer sur les feuilles d'emploi à la suite du mot « qualification ». Lorsque 22 ans auparavant, à la sortie d'une licence que faute d'argent il ne pouvait dépasser, il avait accepté cet emploi. On lui avait fait espérer, disait-il, une titularisation rapide. Il s'agissait seulement de donner pendant quelque temps les preuves de sa compétence dans les questions délicates que posait l'administration de notre cité. Par la suite, il ne pouvait manquer, on l'en avait assuré, d'arriver à un poste de rédacteur qui lui permettrait de vivre largement. Certes, ce n'était pas l'ambition qui faisait agir Joseph Grand. Il s'en portait garant avec un sourire mélancolique. Mais la perspective d'une vie matérielle assurée par des moyens honnêtes et, partant, la possibilité de se livrer sans remords à ses occupations favorites lui souriait beaucoup.
S'il avait accepté l'offre qui lui était faite, ce fut pour des raisons honorables et, si l'on peut dire, par fidélité à un idéal. Il y avait de longues années que cet état de choses provisoire durait. La vie avait augmenté dans des proportions démesurées et le salaire de Grant, malgré quelques augmentations générales, était encore dérisoire. Il s'en était plaint à Rieux, mais personne ne paraissait s'en aviser. C'est ici que se place l'originalité de Grant, ou du moins l'un de ses signes. Il eût pu, en effet, faire valoir, sinon des droits, dont il n'était pas sûr, du moins les assurances qu'on lui avait données, mais d'abord le chef de bureau qui l'avait engagé était mort depuis longtemps, et l'employé au demeurant ne se souvenait pas des termes exacts de la promesse qui lui avait été faite. Enfin et surtout, Joseph Grant ne trouvait pas ses mots. Je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. On se reprendra dans 1 ou 2 ou 3 jours selon mes disponibilités et à quel point mes enfants font du bruit ou pas derrière moi. Sur ce, j'espère que ton isolement se passe correct au mieux que tu peux. Fait que, OK, bye!